Thématique. Merci de votre fidélité à ce magazine. Aujourd'hui, nous parlerons de préparatifs de mariage. Un sujet qui intéresse beaucoup les jeunes. Et nous allons, pendant 30 minutes, échanger, comprendre leurs attentes. Mais aussi, on a un expert qui pourra nous expliquer comment se préparer pour le mariage. Et déjà, comme je l'ai dit, c'est une émission avec les jeunes. Je commence par poser des questions aux jeunes pour avoir leurs attentes par rapport au mariage. Quelles sont vos attentes concernant le mariage? Bonjour, Madame Astrid, je suis Agnès Ngaloula. Mes attentes concernant le mariage, premièrement, je dirais être aimé, être respecté, être valorisé, être compris, être compris. Là, je vais commencer à m'expliquer. Parce que quand je dis être aimé, c'est tout le monde qu'on aime, c'est tout le monde qui aime. Mais quand moi je parle d'être aimé, vraiment, je veux à ce que mon partenaire puisse me faire sentir spécial, puisse me faire sentir à part. Et là, quand je parle du respect, je veux à ce que je puisse avoir de la place de la femme au foyer. Et là, quand je parle aussi d'être valorisé, je dois être vraiment une personne qu'on avait aimée et puis qu'on a donné de la dot. Je dois vraiment me sentir valorisée, pas comme une chose, pas comme une personne qui n'a pas un mot à dire au foyer, pas comme... Bon, j'avance pour dire encore, quand je dis avoir... mon partenaire doit m'entendre parler, c'est le fait que le problème ne manque pas dans un couple, dans le mariage, les problèmes ne manquent pas. Mon partenaire doit aussi me donner le temps de m'écouter, d'entendre quelle motivation m'avait poussé à agir de la sorte. Un homme. Bonjour, on a dit que Kalumbo, Babé les Andes. Mon attente avec le mariage, c'est avoir une femme soumise, une femme travailleuse, une femme qui est bien éduquée, une femme qui va obéir à tout ce que je vais lui dire, et une femme qui sera la meilleure femme, une femme qui va me donner l'attention de l'amour que je veux le remettre à mon tour. Voilà ma tante avec le mariage. Monsieur, avez-vous déjà parlé de mariage avec vos parents? Bon, oui, mais pas très assez souvent. Ça arrive circonstanciellement. Il y a des moments pendant lesquels vous êtes peut-être en train de manger où cette question est évoquée. Mais pour la plupart des temps, c'est vraiment un sujet tabou, presque tabou, parce qu'on considère que tu n'as presque pas encore l'âge et tout ça. Et je crois que c'est un sujet qui devrait normalement être discuté. Madame, oui. Moi particulièrement, j'avais parlé à mes parents concernant les mariages, mais ils n'étaient pas d'accord concernant l'âge. D'où c'était pas obligé que j'ai continué avec les sujets du mariage à la maison. Monsieur, selon vous, à quel âge on doit se marier? Selon vous, à quel âge on se sent mature et prêt à se marier? Merci pour la parole, c'est Mardoché Ika. Moi, selon moi, je pourrais dire un homme qui se sent capable de se marier avec l'âge 30 ans. Avec 30 ans, tu as déjà la compétence, tu es déjà stable, tu te sens déjà à l'aise, tu connais comment gérer, tu connais comment être responsable de gérer une famille. Au moins là, tu pourrais te marier. Madame. Moi, personnellement, j'ai eu à parler à propos du mariage avec mes parents, sachant que mon père n'en disconvient pas. Pour lui, une femme est prête pour se marier déjà à l'âge de 18 ans. Ça, c'est l'avis de mon père. Et personnellement, par rapport à l'âge, je me sens mature pour assumer dans un mariage. Donc, je ne vois pas le contraire. Avez-vous des couples que vous admirez, qui sont modèles ou qui vous poussent à vous marier? Ils se comportent comment? Oui, bien sûr. Moi, j'ai un couple. Il y a ma mère et mon parâtre. Je vois une relation plus qu'amoureuse. Ce sont comme des amis. Vous voyez vraiment un couple qui s'attend à merveille, qui se comprend et qui communique comme s'ils étaient des amis. Donc, vous ne remarquez même pas s'ils ont un problème, s'ils ont déjà eu un problème, même si ça ne manque pas, certes. Mais c'est vraiment un couple qui sait bien gérer les moments difficiles et les moments de joie, tout ça, tout en excluant le fait que vous, enfants, soyez impactés par
les effets négatifs, j'ai envie de dire, de leur conflit, voilà. Madame. Oui, il y a un couple que j'admire beaucoup. Hein. J'admire un couple de, disons, un frère, Magloire Piémont. Vu que leur couple est tellement stable, tu ne peux pas savoir s'ils ont un problème ou pas. Tu ne peux pas savoir. Et aussi, ils sont un exemple à suivre pour moi. Vous vous imaginez, Monsieur Magloire, il m'a toujours vu, il me dit, Agnès, tu ne peux pas te marier pour le sentiment de se marier, bien sûr. Tu ne peux pas te marier pour l'aspect physique. Tu ne peux pas te marier par pitié. Tu peux pas te... Donc, il m'énumère les histoires très importantes. Et voir la façon il est en train d'évoluer avec sa femme, ça m'inspire beaucoup. Pourquoi pas donner aussi l'exemple de mes parents? Parce que je fais partie de leur bel exemple palpable. Est-ce que la culture ou les fêtes n'est pas de la même tribu, de la même région, peut influencer le choix du mariage, de votre conjoint ou de votre conjointe? Oui, monsieur. Je suis l'État honorant. Moi, je pense que la culture peut aussi influencer parce qu'il y a d'autres tribus, il y a des pratiques que vous, par exemple, homme, vous ne pouvez pas vous donner à faire ça. Voilà pourquoi ça peut aussi influencer la culture. Monsieur là-bas au fond, il n'a pas encore parlé. Oui, merci. Je suis Rinob Siala. Alors, il y a des cultures qui nous imposent certaines choses dans le mariage. Donc, il y a des limites pour la femme, mais aussi pour l'homme. Alors, dans ce genre de culture, on nous éduque d'une manière indirecte afin qu'à ce que nous puissions faire des choses qu'il faut dans les mariages. Qu'est-ce qui vous fait peur quand on parle du mariage? Moi, je dirais, déjà, bon, j'avais dit en amont que j'ai un couple que j'admire, mais la chose qui me fait le plus peur dans un mariage, c'est le fait que, étant homme, je suis appelé à assumer toutes mes responsabilités. Là, j'attends les problèmes, que ce soit financiers, que ce soit financiers, que ce soit physiques, sanitaires, j'ai envie de dire, et tout ça. Je me vois être en train de gérer plusieurs questions à la fois, et cela m'inquiète par moments. Et je me dis que s'il y a des hommes qui ont déjà fait ça, je vais forcément aussi le faire. Quand même, il y a cette inquiétude qui est là permanente. Madame, qu'est-ce qui vous fait peur quand on parle de mariage? Quand vous vous imaginez dans le mariage? Moi, les incompréhensions. Souvent, on a ces hommes qui ont du mal à comprendre les sentiments que pensent leurs femmes. Ils ont du mal à être compréhensifs. Et c'est une chose qui m'intrigue beaucoup. Et aussi l'infidélité. Ok, merci beaucoup pour toutes vos questions et vos réponses plutôt. Et là, nous allons nous tourner vers notre expert, M. Jean Diongo, qui est aussi formateur. Donc lui, il va nous dire quelles sont les principales compétences qu'un jeune doit avoir pour s'estimer capable de se marier. Merci beaucoup, madame, pour votre question. Merci d'abord pour l'invitation. Et je remercie tous les invités qui prennent part à cette émission. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'un jeune doit avoir pour se marier? Vous faites les compétences. Compétences. Il n'y a pas de compétences en la matière. Le mariage, c'est un problème d'amour. Ok. Donc, à ce moment-là, il y a d'abord un problème de capacité sur le plan de l'âge. Vous avez 10 ans, 11 ans. Vous pouvez imaginer vous marier? Rien. C'est ainsi que la loi a fixé un âge pour se marier. Donc, en réalité, vous devez atteindre un certain âge pour commencer à dire « Ok, maintenant, je suis capable de me marier ». Ce n'est pas juste le fait d'atteindre l'âge ou d'avoir une, je ne sais pas, un gabarit très, très, très puissant pour dire « Maintenant, je suis grand, je peux me... » Non. Il faut avoir les moyens aussi. D'abord l'âge et ensuite les moyens. Parce que avoir une femme à la maison,
demande toute une préparation. Cette femme que vous allez avoir, vous devez d'abord remplir les formalités pour l'avoir à votre maison. Ce sont des formalités d'abord coutumières et ensuite légales. N'est-ce pas? Il faut payer la dot. Vous ne travaillez pas. Comment vous allez prendre quelqu'un en mariage? Il faut préparer la dot et chaque coutume a ce qu'il demande en ce qui concerne les biens d'auto. Il y a les chèvres, il y a ceci, il y a cela, parfois même des vaches. Il faut acheter ça. Vous n'avez pas d'emploi. Où est-ce que vous allez prendre cet argent pour pouvoir acheter et payer la dot? Chez nous, c'est le papa qui marie la femme. Peu importe, nous parlons de la dot, mais si le papa n'a rien. Mais en plus de cela, même si le papa a payé, mais ce n'est pas le papa qui va nourrir votre femme, votre famille au sein de votre ménage. C'est vous-même. Donc, vous voyez tout cet ensemble d'éléments qui doivent précéder cette envie-là d'avoir une femme à la maison. Parce que c'est votre, d'abord, responsabilité propre. Pas responsabilité des parents. On a parlé de responsabilité, être aimé et puis se préparer pour le mariage. Mais comment on rentre un peu, on fait marche arrière, la préparation? Est-ce que les parents préparent leurs enfants pour le mariage? Si oui, on peut faire la comparaison entre comme se faisait avec les anciens, nos arrière-grands-parents, et ce qui se fait aujourd'hui. Est-ce que c'est la même chose? Si ce n'est pas la même chose, quelle différence? Et cette différence, pourquoi? Plusieurs questions au même moment. Mais la préparation, ce n'est pas d'abord les parents. C'est d'abord l'homme, le garçon et la fille qui veulent s'engager pour le mariage. Est-ce qu'il a atteint l'âge de se marier? Il y a un âge légal pour pouvoir commencer et croire qu'on peut se marier. Du côté de la fille, c'est la même chose aussi. Parce que l'État dit qu'il faut être majeur. Et la majorité, c'est à 18 ans. Vous n'avez pas encore atteint l'âge de 18 ans. Vous voulez vous marier parce que vous n'allez pas prendre des décisions comme ça. Les parents ne vont pas vous aider, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, vous pouvez aller trop vite comme vous voulez, mais à la fin, vous allez peut-être voir que vous avez commis des erreurs. Donc, il y a d'abord un problème d'âge. 2, ça ne suffit pas. Le mariage, c'est un ensemble de problèmes qui vont vous suivre depuis cet engagement-là. Prendre en charge la famille, parce que les filles vont croire que c'est prendre en charge seulement la fille. Non. Prendre en charge votre famille que vous formez là. Vous, votre femme et les enfants que vous aurez. Est-ce que vous êtes prêt à assumer? Il faut cette question-là que chacun se la pose. Est-ce qu'il est prêt à assurer? À assumer d'abord. Et ensuite à assurer. Vous n'avez pas d'emploi. Vous n'êtes pas chasseur. Vous n'êtes pas pêcheur. Je ne sais pas. Comment allez-vous assumer ces charges-là? Vous allez rentrer chez vos parents ou non, l'hôpital quitté? Mais non. Vous voyez ce genre de problème. Vous devez donc être prêt sur ce point de vue-là avant de pouvoir penser à cela. Vous n'avez pas répondu à la question. Je voulais savoir si les parents aujourd'hui préparent leurs enfants au mariage. Si oui, est-ce que c'est la même chose que les ancêtres faisaient avec nous, qu'on fait avec nos arrière-grands-parents ou nos parents? Sinon, qu'est-ce qui a changé? Que ce soit nos ancêtres ou ceux d'aujourd'hui, ce sont nos parents. Je ne vois rien qui a changé. Tout parent veut que son fils ou sa fille se marie. Mais que ce mariage soit un mariage durable. C'est tout. Est-ce que c'est un tabou que de parler à son enfant ou à sa fille comment ils doivent être dans leur mariage? Mais ça part aussi de l'exemple que les parents ont donné à leurs enfants. Est-ce que vous-même, parents, vous avez
former un couple stable, un couple modèle, pour que les enfants puissent suivre ce genre d'exemple. Si vous étiez en train de vous battre toutes les nuits, les enfants, ils entendaient ça. Si vous, pendant que vous êtes en mariage ici, unis, papa et maman, mais chaque jour vous rentrez à minuit parce que vous devez aller voir celle qui est à côté ou à droite, l'enfant va suivre ça. Donc, c'est une éducation qui part de la famille. Papa et maman envers leurs enfants. Et ensuite, il y a aussi la société qui influence ce genre de choses. Voilà. Alors, parlant de nos ancêtres, il y a cet aspect où, pour le mariage, l'homme pouvait prendre 2 ou 3 femmes en même temps. Et j'ai envie de dire bizarrement, les 3 femmes, ça attendait sans problème. Et vous pouvez voir une famille où il y avait, vous avez peut-être 3 grands-mères, donc 3 femmes de notre grand-père, et ils s'attendaient sans problème. Alors maintenant, avec le fait que le mariage est, j'ai envie de dire, unilatéral, voilà, 1-1. Alors, je me dis, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que revenir à l'ancienne, où l'homme pouvait marier 3 femmes sans problème, serait un problème? Ou rester avec un homme et une femme, maintenant, c'est mieux que... Qu'est-ce que vous en dites? Le mariage, d'abord, est une institution divine. N'est-ce pas? Oui. Au départ, Dieu a créé l'homme. Et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous savez, vous avez lu la Bible, et puis il prend une côte, forme la femme. Voici la chair de ma chair. N'est-ce pas? L'os de mes os. Ok. Au départ, Dieu n'a pas parlé de polygamie. Et la Bible dit, voilà pourquoi l'homme quittera et s'attachera à sa femme. On n'a pas dit à ses femmes. À sa femme. Et les 2, c'est ça ce que la Bible dit, seront une seule chair. Bon, que les coutumes aujourd'hui expliquent ou autorisent qu'il y ait polygamie, même parfois polyandrie, vous connaissez? Oui. Ce n'est pas biblique. La Bible s'arrête là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il quittera et s'attachera à sa femme. On n'a pas dit sa femme quittera et s'attachera à ses hommes. D'accord, si on est chrétien, et si on ne l'est pas. Ici, si on est musulman. Si on n'est pas chrétien, bon, moi je parle du mariage sur le plan légal, je suis juriste. N'est-ce pas? Vous lirez aucun article qui parle de la polygamie dans le code de la famille. N'est-ce pas? On dote une femme. Ok. Le reste là, ce sont des coutumes, je ne vais pas en parler parce que je ne les connais pas. Moi, je parle de la loi et le code civil. À partir de ce moment-là, restons dans ce cadre-là. Dans ce cadre. Alors, si c'est cela, l'homme connaît sa femme connaît son homme, et puis ça marche bien. En parlant de compétences, Madame a demandé quelles compétences les gens peuvent avoir pour se marier. Vous avez dit que c'est l'amour. Moi, j'aimerais savoir, si vous aimez la personne et que la personne a une mauvaise gestion des émotions, par exemple, la fille n'est pas soumise à son homme, ou par exemple, la femme ne sait pas cuisiner ou soit faire des travaux, vous êtes toujours obligé, vous devez toujours l'épouser parce que vous l'aimez, malgré qu'elle manque de compétences, d'autres compétences, ou par exemple, l'homme ne travaille pas ou des choses comme ça. Qu'en dites-vous? Vous croyez que les défauts, il n'y a que chez la femme? Chacun a ses qualités et ses défauts. Vous avez énuméré une liste de défauts que vous trouvez chez votre femme. Mais vous-même, vous en avez aussi. Vous en avez aussi. Tout homme est faillible. Tout homme a ses qualités et ses défauts. Donc, au même moment que la femme vous supporte pour vos défauts, vous aussi, faites en sorte que vous puissiez supporter votre femme pour ses défauts. Et là, c'est ce qu'on appelle la cohésion dans la famille. Parce que c'est que ma femme, elle s'est réveillée en retard, mais je tolère ça. Ou ma femme, elle ne sait pas faire les champs, mais je vais trouver quand même un travail qu'elle va faire, tout ça, ainsi de suite, pour que nous puissions être calmes
le ménage. C'est tout. Parce que c'est une union de deux personnes. Moi, je crois que vous allez commencer même au départ, quand Dieu a créé l'homme. N'est-ce pas? Quand Dieu a vu que tout était beau, il a dit quoi? Créons l'homme à notre image, n'est-ce pas? Nous sommes des copies de Dieu. Et puis après, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui donne quoi? Semblable. Qui lui soit semblable. Vous comprenez? Donc, à partir de ce moment-là, vous devez chercher cette femme-là qui doit vous être semblable. Il ne faut pas aller chercher n'importe qui, seulement parce qu'elle est belle, parce qu'elle travaille. Non. Revenez à la Bible. Celle qui va vous comprendre et que vous aussi, vous allez comprendre. C'est ça qui fait l'amour. Comment savoir? Et comment le savoir? Parce que déjà au départ, on est hypocrite dans nos relations. Là, je le dis en parenthèse. Hein. Les gens sont hypocrites dans leurs relations, surtout si une femme ou un homme veut arriver au mariage. Elle ou il se comporte d'une façon à faire plaisir à l'autre. Comment détecter les bonnes personnes? Quand je dis mieux au pluriel, ça veut dire une femme, comment détecter c'est un bon monsieur? Un monsieur, comment détecter que c'est une bonne femme pour le mariage? Le mariage n'est pas un essai. On n'essaye pas de se marier. On se marie pour la vie. Ça veut dire qu'on est né, on a grandi et on a atteint l'âge de se marier. Et puis, on se dit, ok, je dois chercher une femme. N'est-ce pas? Qui sera l'os de vos os? N'est-ce pas? Il faut chercher. Ça veut dire que vous avez, comment je peux dire, un profil qui vous convient. De la même façon, la femme aussi, ou la fille, a aussi un profil qui lui convient. C'est ainsi que ça commence par les amitiés. Et puis, ça devient les fiançailles. C'est pas encore le mariage, les fiançailles. Et puis après, quand vous trouvez que ça s'entremêle très bien, c'est en ce moment-là que vous allez prendre la décision de vous marier. Et quand vous avez pris la décision, c'est trop tard, vous ne pouvez plus reculer. Voilà les étapes qu'on vous donne. Et chacun, on n'a pas déterminé la période. On n'a pas dit que c'est 2 semaines, 2 mois, 1 mois, 3 ans. Non, vous êtes libre. Il n'y a pas à se presser. Voilà. Cher formateur, vous avez dit, vous avez dit que on se marie pour la vie, bien sûr. Ma question est celle de savoir comment s'échapper au divorce déjà une fois au mariage. Parce que, vu que l'apparence est trompeuse, vu que les gens se comportent pour pleurer aux autres, vu que les femmes ou soit les hommes veulent se marier parce que tel s'est marié, ce sont des cas qu'on a déjà vécu. Alors, s'il y a un cas de divorce, ou peut-être que l'homme ne se comporte pas comme auparavant, il a changé de comportement, s'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre foyer, il peut dire à ses amis, il peut dire à sa famille. Il fait donc les contraires de ce qu'il faisait auparavant. Comment vraiment s'échapper? Parce que quand il fait déjà les contraires de ce qu'il faisait dès le départ, pour moi, ou soit pour la majorité des gens, c'est quelque chose qui pousse au divorce. Parce qu'auparavant, il ne tapait pas. Auparavant, on se comprenait. Auparavant, il ne partageait pas nos problèmes avec les corps étrangers. Quelque chose qui est facile à comprendre, mais il cherche à dire ailleurs. Alors, comment s'échapper au divorce? Ok, c'est une question très compliquée et très complexe. En fait, le divorce, la loi l'a prévu. Mais la Bible ne la permet pas. Elle m'a donné, sauf elle a donné quelques conditions. Vous comprenez? Mais la loi permet. Mais on se marie pour le meilleur et pour le pire. C'est ça. Et ça, c'est que l'Église dit, et la Bible, qui a créé cette institution, l'a dit. Pour le meilleur et pour le pire.
on en arrive au divorce, c'est parce qu'on ne sait peut-être pas se comprendre, peut-être, il y a d'autres éléments. Alors, en ce moment-là, c'est ainsi que la loi permet et l'Église aussi permet. Vous devez avoir ce qu'on appelle les témoins de votre mariage. Ceux-là, ce sont des gens beaucoup plus expérimentés que vous. Ce sont les parrains qui vous amènent, n'est-ce pas, devant l'Église. Et ce sont aussi les autres qui vous amènent devant l'officier du ministère, pardon, l'officier de l'état civil, n'est-ce pas, pour signer avec vous. Ça veut dire que chaque fois que vous avez des problèmes entre vous, vous êtes encore jeune, vous ne savez pas comment résoudre ce genre de problèmes, vous pouvez recourir à eux. Sur le plan spirituel, sur le plan du ménage, sur le plan de la loi, ainsi de suite. Pour que votre arbre-là puisse encore pousser et devenir professionnel ou pas endurant, c'est ce que je peux dire. Monsieur là-bas au fond. Merci. Alors, messieurs, vous venez de dire que le mariage, ça se prépare. Oui, bien sûr, on doit préparer le mariage. Alors, il arrive des fois, pendant le processus du mariage, j'évoque plus la femme. Elle vous montre une face là, un peu honnête, donc normale. Et une fois arrivée au mariage, elle vous montre la vraie face. Alors moi, je me demande, c'est quoi le vrai problème à cela? Pendant le processus de la préparation du mariage, elle vous montre l'autre face, et aussi pendant le mariage, elle vous montre l'autre face. Okay. C'est quoi le mariage? Puisqu'on a dit le mariage doit être durable. Si on se réfère à l'article 330 du code de la famille, puisque le mariage doit être durable, donc on doit éviter. Vous pouvez arranger votre micro, s'il vous plaît. Pardon? Vous pouvez arranger votre micro. Oui. Tel qu'institué dans l'article 330 du code de la famille, le mariage doit être durable, qui est fondé sur la confiance, le respect et l'amour. Alors comment, pendant le processus de la préparation du mariage, vous me montrez une autre face, et aussi dans le mariage, je me retrouve avec une autre face. Alors moi, je me demande c'est quoi les vrais problèmes, puisque ça arrive. Il y a des couples qui racontent ce genre de problèmes. Ok. Vous avez raison, et c'est une très bonne question. L'homme, c'est un être. C'est pas une machine, mais son corps, c'est une machine. Comprenez? Cette machine est complexe. C'est comme aujourd'hui, vous avez acheté une voiture, la voiture est très belle, elle démarre normalement, puis après, vous commencez à démarrer, ça ne marche plus, ça ne marche plus, ça ne marche plus. Ça peut arriver aussi chez les hommes. C'est pourquoi on demande que vous puissiez bien connaître cette personne avant de pouvoir vous engager. C'est vrai, ce genre de panne comme les autres, ce n'est pas dans le corps humain. Mais est-ce que ce garçon que vous avez aimé, vous avez fait combien de temps pour l'étudier? Est-ce que cette fille que vous avez aimée, que vous proposez prendre en mariage, vous l'avez connue pendant combien de temps? Parce qu'il y a une période d'hypocrisie aussi. Cette fille, puisqu'elle vous aime, parce qu'elle voit vos capacités intellectuelles ou vos capacités professionnelles, ainsi de suite, elle peut faire semblant d'être vraiment une fille, mais une fois dans le mariage, elle vous donne un autre visage. C'est pourquoi la loi permet cette période de fiançailles pour que chacun analyse bien le comportement de l'un, ainsi de suite. Mais est-ce que ça empêche les accidents? Non. Ça n'empêchera jamais des accidents. C'est pourquoi on a prévu le divorce. Bon, le divorce est prévu par la loi, mais je ne me rappelle pas que l'Église ait permis le divorce. Ça dépend du cas. Sauf on a dit sauf pour adultère. On a dit sauf. Vous comprenez? Mais tout le reste là. Merci beaucoup. Voilà nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Il y a beaucoup de questions à poser. Mais en une minute, que retenir? Parce qu'on parle de préparation de mariage. Pour ceux qui nous suivent, en une minute. Que retenir? Oui, quand on parle de préparation de mariage, qu'est-ce qu'il faut que la personne garde en tête? Mettre beaucoup plus dans votre exercice les aspects
spirituels, les aspects humanitaires, les aspects, comment je peux dire, en fait, du caractère intrinsèque de la personne. Bon, on dit que la période de fiançailles, c'est une période d'hypocrisie. Non. Ça peut être hypocrite, mais il y a des choses qu'on ne cache jamais. Il y a des choses qu'on ne cache jamais. Si vous êtes colérique, on trouvera toujours, on finira toujours par découvrir que vous êtes colérique. Si vous êtes, permettez-moi le terme, comment je peux dire, coureur de jupons, on finira toujours par découvrir que vous êtes coureur de jupons. On finira. Même si vous faites un peu l'hypocrisie, on finira toujours par. Vous comprenez? C'est pourquoi cette période-là est importante et indispensable pour permettre que. Mais évidemment, les couacs, les fautes dans les mariages, ça ne manquera pas. Mais puisque vous avez aimé, à la base du mariage, c'est l'amour. Puisque vous avez aimé, la Bible vous dit, l'amour pardonne tout. Merci beaucoup, il a tout dit, l'amour pardonne tout. Qu'est-ce que je peux encore ajouter, si ce n'est pas vous dire merci, et espérer vous retrouver très prochainement avec un tout nouveau numéro et une autre thématique. Au revoir et à très bientôt.